Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour ma chère Charlotte. Alors la semaine dernière, on a parlé de figues et cette semaine, on va parler d'un ingrédient plutôt jaune qu'on mange pas mal dans nos régions, le maïs et la polenta. Alors qu'est-ce que c'est que ce maïs et cette polenta? Alors le maïs, il est originaire du Mexique. Il était divinisé dans les anciennes civilisations d'Amérique centrale et d'Amérique méridionale. Il était cultivé par les Nord-Américains avec la courge et le haricot. Et je sais pas si tu te souviens, mais dans notre chronique sur la citrouille, la numéro 88, si vous avez envie de la repêcher, on avait parlé d'une technique des 3 sœurs qui permettent de les cultiver ensemble. Et en fait, c'est une forme de permaculture où chaque plante va être utile à l'autre pour un meilleur rendement et une meilleure pousse. Donc c'était absolument passionnant. Donc ça c'est pour le maïs, mais la polenta alors? Alors la polenta elle est dérivée du maïs et quand on regarde l'étymologie, ça vient des mots latins pulse qui signifie bouillie de farine et pollen aussi pour fleur de farine. Et il y a une jolie anecdote, je vais y arriver, sur Épicure, mon philosophe chouchou, qui se disait satisfait comme Jupiter si on lui donne de la polenta et de l'eau. Donc les choses simples, les choses qui vont venir satisfaire les besoins essentiels. La polenta est ancienne alors? Voilà, donc il y a la polenta, on disait pas polenta, on disait la polenta des Romains, qui était une bouillie d'orge à l'origine. Et puis au XVIIe siècle, le maïs est importé du Nouveau Monde. On a quand même encore des polenta de millet et de sarrasin. La polenta de sarrasin, ça donne une belle couleur sombre, voilà, qui est très agréable. Elles étaient toujours utilisées. Et puis on va retrouver aussi d'autres noms que polenta en fonction des régions. On a notamment la cruchade gascogne qui est connue depuis le XVe siècle et qui était à base de maïs plus tard, mais de millet à l'origine, et qui a été longtemps la base de l'alimentation avec le pain. En fait, à l'origine, on utilisait les fonds de marmite où on préparait les confits de viande. Ça servait de base et c'était un mets de pauvre. Aujourd'hui, cette cruchade, on va avoir des déclinaisons sucrées avec de la cannelle notamment. Et puis on a aussi la version corse de la polenta qui elle se fait à base de farine de châtaigne. Alors j'ai une jolie anecdote. Mamaliga, ça veut dire littéralement bouillie de farine. C'est un plat traditionnel roumain et moldave. Et moi ça m'avait beaucoup marqué parce que j'ai souvenir d'une pièce de théâtre où on avait une actrice sur scène avec un monologue qui utilisait la polenta sur une énorme planche de bois qu'elle allait modeler pour recréer des dunes de sable tout en racontant son histoire qui se déroulait dans le désert, etc. Et en même temps, donc elle modelait cette polenta, elle rajoutait de l'eau, à un moment donné elle l'a cuite, et elle a concocté un mets en nous racontant une histoire mais juste incroyable, un mets qu'on a dégusté ensuite tous ensemble autour de cette grande planche à la fin de la pièce. C'était un souvenir juste impressionnant. Donc voilà, la polenta elle m'a beaucoup marqué. Mais la polenta c'est un patrimoine immatériel, c'est un patrimoine culinaire. Absolument. Et un patrimoine immatériel, surtout dans nos régions. Absolument, on va en reparler notamment en Italie. Qu'en est-il de la fécule de maïs? Alors la fécule de maïs, c'est pas une farine. Je vais vous expliquer la différence. En fait, la farine, c'est fait à partir de la totalité de la graine. On va retrouver donc l'amidon, le germe de la graine et l'enveloppe du grain, l'aisson. Une fécule, c'est fait uniquement à partir de la partie amidonneuse de la graine. Donc on a uniquement de l'amidon, ça donne une poudre très 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 fine, très légère. C'est ce qui fait que c'est un excellent liant pour les sauces, notamment à laquelle elle va apporter plus de finesse et plus de légèreté qu'une farine. Est-ce que le maïs et la polenta ont des super pouvoirs? Évidemment, très cher. Alors leur premier... Incroyable. Tu as l'air dubitatif. Mon père disait, le maïs, c'est bon pour les cochons. Alors, c'est vrai que j'avais un petit doute sur les super pouvoirs du maïs. Alors, il est probable que ce soit bon pour les cochons, puisqu'on l'utilise comme plante fourragère, effectivement, mais c'est loin d'être pas bon pour nous, au contraire. Donc, c'était une base, on a vu, de l'alimentation en Amérique centrale, parce que c'est une plante qui est très nutritive, elle est riche en glucides, elle fait partie de la famille des féculents. Le maïs, c'est un féculent au même titre que le blé, le riz, etc. On va l'assimiler aux céréales, en diététique. En diététique chinoise, on dit que le maïs tonifie la rate et l'estomac. Ça, c'est parce qu'il a une saveur douce qui va favoriser la digestion parce qu'il est très digeste. Il va traiter la fatigue et l'inappétence justement parce qu'il est nutritif, donc il va être tonifiant et énergétique. On dit aussi qu'il élimine l'humidité. Ça aussi, c'est parce qu'il a une double saveur, la saveur insipide. Et les aliments de saveur insipide en diététique chinoise, on dit qu'ils ont la propriété de drainer. Donc ça va favoriser la diurèse, ça va traiter toutes les formes de rétention d'eau, les œdèmes, les selles molles, etc. Et puis en diététique chinoise, on va utiliser la barbe de maïs en décoction et c'est un grand remède, paraît-il, de la cystite. C'est quoi la barbe de maïs? La barbe du maïs, c'est alors c'est
en haut, c'est cette espèce de petite touffe que tu as au-dessus de l'épi du maïs. Très bien. Voilà. Et en diététique chinoise, ce qui est passionnant, c'est que toutes les parties de la plante vont avoir des propriétés particulières. Comment se prépare la polenta ? Alors, la polenta, il y a plusieurs manières de la préparer en fonction de sa forme. Déjà, on va la trouver soit en semoule moyenne ou grosse, et donc là, on va la cuire avec un liquide, de l'eau, du lait, on va en reparler, pendant bien une bonne demi-heure, et puis on va touiller souvent, donc c'est un petit peu prenant. Ou alors, on a une forme de semoule fine qui, elle, a été pré-cuite et qui va être hyper rapide à réhydrater. Et je t'avoue que en termes de cuisine du soir, c'est souvent celle-là que j'ai recours. Alors, il y a plusieurs manières de la préparer en fonction de si on souhaite une polenta crémeuse ou une polenta ferme. Et là, c'est la quantité de liquide ajouté qui va faire une grosse différence. Pour préparer une polenta crémeuse, on va la faire soit à l'eau, soit au lait ou un mélange des deux. Et on va compter environ 3 volumes de liquide pour 1 volume de polenta. Alors comment je fais ? Moi déjà je regarde dans un verre mesureur quelle quantité je veux obtenir au final. Je la divise par 4. Par exemple, je sais que je veux avoir 400 ml de polenta au final. Je divise par 4, ça me fait 100. Donc je mets 100 ml, je mesure 100 ml de polenta déshydratée et je vais la cuire dans 300 ml d'eau. Voilà, donc à ce moment-là, je la verse en pluie et je fouette bien. Et puis je peux rajouter du beurre parce que ça va très bien le beurre avec le maïs, ça enrichit le goût. Ou bien de l'huile d'olive, on peut mettre de la crème, on peut mettre du fromage râpé ou du fromage bleu, ça peut être excellent aussi pour l'agrémenter cette belle polenta. Ça, c'était pour la polenta crémeuse, mais on peut la faire aussi beaucoup plus simple. La deuxième forme sous laquelle tu peux la faire, c'est une polenta plus ferme, donc avec moins d'eau. Là, on va mettre à peu près 2 volumes et demi de liquide pour 1 volume de polenta, ce qui va nous permettre, une fois qu'elle est encore souple, c'est-à-dire qu'on vient juste de la cuire, de l'étaler très rapidement sur une plaque, d'égaliser sa surface, et ensuite on va pouvoir la découper avec des formes sympas, en forme de frites ou en forme de petits animaux mignons, et on va pouvoir la faire frire dans de l'huile ou la faire dorer au four. Après, ce qui peut être très sympa, on en reparlera, c'est simplement de l'étaler et sans la redécouper, de mettre dessus une garniture comme on ferait d'un fond de pizza par exemple. Oui, d'accord. Donc la polenta crémeuse, c'est celle qui va être servie à la louche, on va dire. Voilà, comme une purée. Et la polenta ferme, celle-là, elle va être beaucoup plus, elle va se tenir beaucoup plus. Elle se tient. Voilà, quand on a besoin qu'elle se tienne, la coquine. Pour la polenta crémeuse à déguster, c'est au Refuge du Creux-Lachat qu'ils en font une excellente. Je vous le conseille. Un petit bonjour à Antoine au passage. Alors les mariages heureux avec le maïs et la polenta. Alors le maïs a une saveur douce, une saveur sucré. Donc il va bien s'associer avec des épices qui le relèvent, comme le piment et comme le paprika fumé notamment. Donc ça va permettre de le relever, de contraster, mais on peut aussi imaginer de l'associer avec du cerfeuil. Le cerfeuil, tu sais, ce sont ces feuilles qui ont une saveur très suave, et là on va rester dans une harmonie de saveurs. Après, on l'a déjà dit, le maïs va très bien avec le beurre. On reparlera des épis de maïs rôtis sur lesquels on va venir couler du beurre fondu. Je te vois te pâmer, je comprends tellement. Le maïs, il va être excellent avec le poulet rôti aussi, notamment. Et puis, il va très bien se marier encore avec tout ce qui est fumé, comme le bacon, le lard fumé, et évidemment avec les duos. Je vais pas l'expliquer, aux Savoyards, ils sont déjà bien au courant. En cuisine traditionnelle, la polenta, souvent, c'est un accompagnement pour des viandes en sauce, voilà, à la place des pommes de terre. Tantôt l'un, tantôt l'autre, comme ça, on varie les plaisirs. Après, le maïs, on va le retrouver traditionnellement dans le chili. Avec les haricots rouges, le chili qu'on peut faire avec ou sans viande d'ailleurs, et j'ai mis sur mon blog une jolie recette de chili avec des haricots rouges et noirs. On aura l'occasion, j'espère, d'en reparler des haricots noirs, puis des haricots rouges aussi, parce que c'est très intéressant, notamment en diététique chinoise, pour tout ce qui est énergie des reins. Bon, c'est encore une chronique à prévoir. Donc dans le chili, ça vient égayer par sa couleur. Côté légumes, ça se marie très très bien avec le poivron. Ça vient équilibrer le côté légèrement amer du poivron. Ça va aller très bien avec l'avocat, parce que ça va faire douceur plus douceur. Et ça ira très bien aussi avec les oignons frits, notamment. Et puis on va pouvoir utiliser le maïs dans des desserts, que ce soit sous forme de semoule, tu parlais d'un gâteau de semoule de maïs tout à l'heure, ou sous forme de petits biscuits secs, dans lequel on va pouvoir utiliser la farine de maïs ou la semoule fine de maïs, et là associé avec de l'orange ou de l'écorce d'orange, de citron, et avec des raisins secs, ça va faire merveille. Quelles sont les recettes que tu nous conseillerais, Anne ? Alors il y a des recettes qui sont des classiques avec le maïs. Déjà, c'est les épis de maïs rôtis au beurre.
Donc on va mettre des beaux épis de maïs frais au four en mode grill à mi-hauteur et on va les faire rôtir environ 10 minutes en les retournant régulièrement jusqu'à ce que les grains soient gonflés, dorés et là on va les arroser de beurre fondu. Pour moi ça c'est la star du barbecue. N'est-ce pas? Alors le maïs évidemment on va le retrouver en salade. On fait des salades de maïs, c'est très pratique. Souvent on va acheter du maïs en bocal et puis soit on le déguste tout seul, c'est tout doux avec une petite vinaigrette ou on va l'associer avec des tomates, avec du riz, avec du thon. Souvent, on aime rajouter le maïs parce que ça vient mettre des éclats jaunes et c'est très joli dans les salades. On va pouvoir le déguster en soupe aussi. Alors les soupes de maïs, c'est assez facile à faire, surtout quand on se base sur du maïs en bocal ou sur une polenta, parce que ça va être très rapide. Le maïs en bocal, il est déjà tout cuit, donc finalement on le réchauffe, on le mixe et ça va donner tout de suite quelque chose de crémeux. Alors après on rajoute ce qu'on veut, si on a envie de rajouter de la crème ou pas. Moi je vous recommande de réserver quelques grains, de pas tout mixer pour avoir quelques grains entiers qui vont croquer sous la dent. On aime ça. Et puis sur la base de polenta, c'est facile. On va faire comme on a fait tout à l'heure pour cuire la polenta, sauf qu'on va mettre encore plus d'eau pour avoir une texture souple. Et puis ensuite, on va pimenter, on va associer avec des carottes, pourquoi pas, avec des courgettes. On peut accompagner avec des crevettes aussi. Tu sais, avoir une base crémeuse, onctueuse, et puis quelques crevettes pimentées à nouveau, parce que ça va tellement trop bien avec le maïs, par-dessus. Le maïs, évidemment, il sert à faire du pop-corn. Mais oui, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que ça éclate les grains de maïs? C'est parce que même quand tu as un grain sec, que ce soit un grain de maïs, un grain de riz séché, etc., il y a toujours un petit peu d'eau dedans. De fait, quand tu vas les faire torréfier, l'eau à l'intérieur, elle se vaporise et c'est ce qui fait éclater la graine. Et donc, ça fait souffler le grain de riz, le grain de maïs, etc. Le principe, pour qui n'a pas fait de pop-corn, on utilise une poêle avec un couvercle, si possible transparent, c'est plus rigolo de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et on va prendre un petit peu d'huile adaptée à la cuisson, on va mettre plus ou moins de sel en fonction de si on veut relever un petit peu les pop-corn. On va verser des grains de maïs séchés à l'intérieur de l'huile chaude, on remet tout de suite le couvercle par-dessus. Et puis, une fois que les grains ont bien éclaté, on peut arroser avec du beurre fondu ou on peut les rouler dans du caramel coulant, etc. en fonction de ce qu'on a envie d'avoir comme saveur. Avec le maïs, on peut faire du pain. Je sais pas si tu as déjà goûté du pain de maïs. Délicieux. Ça change complètement le goût. C'est extraordinaire. Hein. Moi, j'ai un souvenir d'un pain à texture granuleuse, à la saveur sucrée. Mais c'est un souvenir d'enfance vraiment juste dingue, une découverte. Ça m'avait esbobé les papilles. Et puis avec le maïs, on fait aussi la tortilla. Alors pas la tortilla des patatas espagnoles, mais la tortilla mexicaine, qui est un équivalent finalement des chapatis indiens dans la préparation. On va faire une galette. Alors, je ne suis pas sûre que ça marche avec 100% maïs, parce que le maïs, c'est une céréale sans gluten. Donc souvent, on va avoir des recettes où on va mettre 50% de farine de blé, 50% de farine de maïs, qui va nous permettre d'avoir une pâte qu'on va pouvoir étaler, qui va être modelable, donc on va pouvoir étaler, point. Et on va mettre pas trop d'eau, parce que sinon on va avoir une texture de crêpe, donc il faut mettre suffisamment d'eau pour avoir une texture modelable. Et ensuite, ces galettes, on va les faire dorer à la poêle à sec pour conserver la souplesse, parce que si on met de l'huile, les galettes elles vont frire, elles vont devenir croustillantes et après on ne peut pas les rouler. C'est pour ça. D'accord, donc c'est plutôt une histoire d'huile que de temps de cuisson. Alors c'est aussi une histoire du temps de cuisson, parce que si tu mets pas l'huile, ça va finir par sécher de toute façon et par pas garder sa souplesse. Donc il faut juste les faire dorer dans une poêle bien chaude, mais ça va leur conserver leur humidité mieux que si on les mettait dans l'huile et où elles allaient de toute façon rissoler et devenir croustillantes. D'accord, à température élevée. On l'utilise aussi dans les bases de farce. Hein. Alors on peut effectivement jouer à remplacer le riz ou la mie de pain traditionnelle par de la polenta. Vous allez retrouver sur le blog des mangeurs libres une recette de champignons farcis avec des petits palets de polenta à la sobressada. La sobressada, c'est une sorte de chorizo un peu fondant. Il n'y a pas cette texture qu'on peut découper comme le chorizo habituel. Et puis la polenta, on peut l'utiliser aussi comme support de garniture. Je vous parlais d'une pizza tout à l'heure. Alors moi, j'adore étaler une polenta ferme et la garnir avec tous les ingrédients d'une pizza, la bolognaise, le fromage râpé, les rondelles de courgettes quand c'est la saison estivale. Après, vous allez retrouver d'autres recettes aussi. J'avais créé autour du chevretin une recette de petits toasts de polenta aux petits raisins. On les retrouve là, les petits raisins. Ça va très très bien avec le fromage de chèvre. Et puis j'avais fait une recette trop rigolote qui s'appelle tartatouille aux chèvres frais. Je suis trop fière de mes bêtises. Et donc là, j'avais utilisé la polenta ferme à nouveau pour
modeler au fond de petits moules à tartelettes et en faire remplacer le fond de tartelette par de la polenta. Et c'est assez. Et ça se tient. Alors c'est assez complexe, il y a une astuce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu partes sur une base de polenta ferme, pas sur les proportions d'une polenta ferme, parce que sinon tu vas pas avoir le temps de la travailler. Parce que quand tu as 12 moules à foncer, il faut avoir une polenta quand même relativement souple. Sauf que comme tu vas la repasser au four par derrière, elle va se raffermir. Très bien. Voilà. Et puis dernière astuce, j'aime beaucoup utiliser aussi la fine semoule de polenta comme une chapelure en remplacement de la chapelure de pain. Et ça te donne une chapelure toute jolie, toute dorée. Et je l'avais utilisée notamment pour des croquettes aux lentilles corail et aux petits légumes. Et ça fait alors, à l'intérieur, évidemment, c'est tout orangé, grâce aux lentilles corail. Autour, c'est tout doré. C'est trop sympa à faire l'été avec une petite salade. À essayer alors en cuisine. Encore une fois, tout ça, c'est sur le blog des Mangeurs Libres. Que de créativité, c'est absolument incroyable. Je me réjouis. Merci beaucoup, Anne, pour ces découvertes, ces explorations culinaires. On se retrouve la semaine prochaine pour parler plutôt pommes, là. Pas que pommes, c'est pas vrai. Effectivement, compote et purée, ça peut s'allier avec toutes sortes d'aliments, mais on en parle la semaine prochaine. Avec bonheur. Belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.